J'ouvre le second débat de ce sens public consacré à la perte d'influence de la France en Afrique, Tchad, Sénégal, Côte d'Ivoire. La liste des pays qui ont demandé à notre armée, à nos soldats de partir, eh bien, elle s'allonge. Pourquoi un tel désamour? Quelles sont les conséquences stratégiques de cette situation? De nouvelles alliances sont-elles possibles dans des pays non francophones? Avant d'en débattre, le constat en images. Samia de Chir. L'armée française plie bagages. Fin décembre, elle a commencé à évacuer ses bases militaires du Tchad. Elle y comptait plus de 1000 soldats. En novembre dernier, N'Djamena a pris Paris de court en annonçant la fin des accords militaires avec son ancienne puissance coloniale. Cette décision n'a pas été prise de manière légère. Elle résulte d'une réflexion approfondie et répond à un engagement pris devant le peuple tchadien. Le départ du Tchad n'est que le dernier épisode d'une longue série de retraits des troupes françaises en Afrique. Depuis 2022, la France a dû évacuer ses bases militaires dans 7 pays africains. Au plus fort de l'opération Barkhane contre les djihadistes au Sahel, Paris comptait encore près de 7000 soldats sur le continent. À terme, ils ne seront plus que 1600. Un choix qui serait assumé, à en croire le président français. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. En réalité, la France n'a pas vraiment eu le choix. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, des régimes putschistes ont clairement mis les troupes françaises dehors pour se rapprocher de Moscou. D'autres pays comme le Tchad, la Côte d'Ivoire et le Sénégal disent simplement vouloir réaffirmer leur souveraineté. C'est un camouflet pour la France. On a l'impression que depuis à peu près 2019, la France tombe de Caraïbes dans Scylla. Elle se fait dicter aujourd'hui son agenda par les chefs d'État africains. Ce sont eux qui ont, depuis quelques décennies, en vérité, diversifié leurs partenariats économiques et militaires. En perte d'influence dans ces anciennes colonies, Paris se tourne désormais vers l'Afrique lusophone et anglophone pour tenter de trouver d'autres alliés sur le continent africain. Pourquoi la France est-elle poussée dehors? On en débat tout de suite avec Hélène Conway-Mouret. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice socialiste des Français établis hors de France, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères. Francis Patindé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste, enseignant à Sciences Po. Christophe Boisbouvier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste à RFI, présentateur de l'émission Le Grand Invité Afrique, et Mathieu Croissando, évidemment, éditorialiste politique, est resté à mes côtés. Bonsoir. On commence sur le recul militaire. Évidemment, il y a beaucoup d'autres thèmes à aborder, mais votre avis sur ce recul militaire, est-ce qu'il est irréversible? Je crois qu'il est nécessaire. Enfin, nous sommes restés peut-être... Aujourd'hui, nous tirons les leçons de notre présence au Mali, notamment, qui a été demandée dans un premier temps en 2013, et puis qui s'est inscrite dans le temps, alors que le Mali changeait. Et là, nous avons des bases militaires, c'est vrai, une sorte de précaré français, où nous pensons que nous avons un droit d'être là, mais sans réaliser que les pays africains ont changé très rapidement, que les ambitions sont différentes et que surtout, la France n'est plus dans une relation privilégiée comme celle que nous avons pu avoir de par le passé commun avec ces pays qui ont été colonisés par nous quand même pour un grand nombre d'entre eux, notamment l'Afrique francophone, et qu'à un moment, eh bien, ils ont envie d'autre chose. Et ce qui vient d'être dit sur des partenariats un petit peu différents, eh bien, c'est le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle à des Africains, ce qui m'arrive très très souvent, ils disent voilà, vous devez mériter votre place, vous n'êtes plus tout seul. Vous n'êtes plus le colonisateur qui va nous dicter ce que nous devons faire. Et donc, ils ont envie d'autre chose, d'autres partenariats. Et donc, la présence militaire, eh bien, fait partie de cela. Et moi, je pense que nous sommes assez maladroits en disant que nous nous faisons dicter par les chefs d'État africains. Mais enfin, de quel droit sommes-nous chez eux si aujourd'hui nous avions des armées africaines sur le territoire français? Et voilà, qu'est-ce que nous en penserions? Donc, on y reviendra notamment en s'appuyant sur des propos d'Emmanuel Macron sur cette situation. Francis Patindé, il y a un mot peut-être important, c'est le mot souveraineté, qu'il faut avoir en tête pour expliquer ce qui est en train de se passer. Absolument. Et je crois que les Africains sont à un tournant. Il y a une quête de nouvelle souveraineté depuis quelques années.
C'est légitime. Pourquoi? Parce que ils ont changé, les Africains. Et vous savez, en Afrique, 70% des gens ont moins de 30 ans. Ça veut dire que ce n'est plus les mêmes interlocuteurs que la France avait pendant la période coloniale, encore moins la période post-coloniale. Ça a changé. Peut-être que la France elle-même n'a pas pris la mesure de ces changements. Et ça, c'est fondamental. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une perte de confiance, Christophe Boisbouvier? Enfin, c'est le sentiment qu'on a. Et comment vous l'expliquez? Je crois qu'il y a eu un tournant stratégique au Nord Mali dans les années 2015-2020. Quand le Mali appelle la France à l'aide en 2013 parce qu'il y a une colonne djihadiste qui va sur Bamako, il y a un succès militaire de la France. C'est ce qu'on appelle Serval. Oui. Ça dure 1 an, on va dire. Et ensuite, c'est remplacé par Barkhane. Oui. Et après, alors vraiment, là, il y a eu une prouesse militaire des officiers et soldats français pendant 1 an. Et puis après, il y a Barkhane. Et Barkhane, c'est 5000 hommes, pour aller vite, c'est 5000 hommes sur un territoire grand comme l'Europe. Donc ça marche pas. Ça marche pas parce qu'évidemment, ça marche à tel endroit, mais ça marche pas à tel autre. Et à partir des années 2020, il y a une perte de crédibilité de l'armée française, de la part des opinions publiques. Ça se sent au Mali, mais aussi au Burkina, au Niger. Il y a même des manifs au passage d'un certain nombre de convois militaires français. Et le mythe de l'armée française invincible, c'est fichu. Et donc je pense que la France aussi a fait des erreurs. Enfin, il faut le dire, je pense que l'état-major français a fait des erreurs stratégiques, a cru qu'avec 5000 hommes, elle pourrait tenir le Sahel, et ben non. Ouais. Et rester sans doute trop longtemps sur place. Si on regarde la carte, on l'a vu dans le sujet, mais les pays que vous voyez en rouge, ce sont ceux que, dans les troupes françaises, quittés par les troupes françaises, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad, Côte d'Ivoire, Sénégal, Centrafrique, il reste le Gabon et Djibouti. Est-ce qu'il y a des remplaçants militaires? On parle de souveraineté, mais est-ce que, par exemple, il y a des... Alors, on a beaucoup parlé des Russes, mais il y a certains pays où des militaires russes ont remplacé les militaires français. C'est beaucoup trop binaire, ce que je suis en train de dire. C'est vraiment binaire et même caricatural. C'est ça. Parce qu'il y a le Sahel, il y a le Mali, le Burkina, le Niger, mais il y a également la Centrafrique. Oui. Mais tout ça, ça ne fait pas l'Afrique. Bien sûr. Et ça ne fait même pas l'Afrique francophone. Oui. Vous voyez? Donc, c'est un peu rapide, c'est un raccourci de dire ça. C'est sûr que le fait que la France s'en va, ça fait les affaires de d'autres personnes, d'autres puissances, et pas seulement la Russie. La Russie, certes, mais les Turcs commencent à grenouiller. Et même des puissances occidentales, l'Allemagne. Oui, mais il y a quand même certains dirigeants qui ont souhaité mettre l'armée française dehors, qui ont été heureux de trouver les milices russes pour les protéger. Absolument. Ça, c'est aussi une réalité. Oui, c'est le cas du Mali, c'est le cas du Burkina Faso, de la Centrafrique. C'est des gens qui ont remplacé, subsidié aux Français, des troupes russes. Et des troupes quand même assez spéciales, parce que c'est des troupes payées, c'est pas l'armée régulière, on va dire. Les mercenaires. C'est les mercenaires des milices Wagner, quoi. Et donc, voilà, c'est des milices, des supplétifs et tout ça qui viennent pour aider, surtout dans la lutte contre le djihadisme dans ces pays sahéliens. Ouais. La Russie, on le sait, qui est à l'origine d'un certain nombre de discours anti-France sur les réseaux sociaux dans certains de ces pays. Est-ce qu'on a péché par naïveté, Hélène Conway-Mouret? Naïveté, peut-être, mais surtout manque d'anticipation. Oui. Parce que nous sommes restés sur un vieux logiciel. Nous avions une place privilégiée et personne ne pouvait venir finalement nous mettre au défi. Et nous étions aussi garants d'une certaine stabilité politique avec des chefs d'État qui durent en Afrique, qui restent très longtemps et que la jeune population aujourd'hui ne veut plus parce qu'elle ne représente pas ce à quoi ils aspirent. Et d'où les putschistes qui sont jeunes pour la plupart, en tout cas au Mali, au Burkina, ça vaut pour le Tchad aussi, et qui aujourd'hui ont l'assentiment de la population qui voit en eux finalement ceux qui peuvent amener le changement de la corruption, d'un manque d'espoir de pouvoir vivre mieux. Et donc la France, qui avait cette visibilité militaire, était là aussi pour garantir cette stabilité de ceux avec qui on avait l'habitude finalement de dialoguer. Et d'où l'éviction de la France, je crois, qui va avec l'éviction de cette ancienne génération africaine que beaucoup de pays ne veulent plus. Ouais, mais alors quand on écoute Emmanuel Macron, on a l'impression que c'est la France qui a choisi de faire évoluer son modèle, sa stratégie militaire dans ces pays d'Afrique. Regardez. Nous avons voulu faire évoluer notre modèle. Là où dans de nombreux pays, nous avions des bases historiques posées, nous avons voulu le repenser
notre présence en co-construisant un partenariat et des coopérations avec de nombreux pays, expression des besoins, formation, équipement, coopération en matière de renseignement, opérations ponctuelles, mais nous sommes en train de changer la logique. Est-ce qu'il réécrit l'histoire, Emmanuel Macron, quand il dit ça? Ah oui, parce que quand il nomme Jean-Marie Bockel envoyé spécial oui. personnel en Afrique, il y a juste un an, c'est pour justement sauver les meubles. C'est dans l'espoir qu'au moins dans quelques pays comme le Sénégal et le Tchad, il restera quelques centaines d'hommes. Le plan Bockel, c'était 100 hommes à Dakar, 100 hommes à Abidjan et au moins 300 hommes au Tchad, dans 3 bases différentes. Et patatras, le 28 novembre, vous avez à la fois le président du Sénégal et le président du Tchad qui font 2 communiqués quasi simultanés. Les 2 affirment qu'ils ne se sont pas entendus avant, mais... Bon, on n'est pas obligé de les croire, oui, voilà. On n'est pas obligé de les croire. Oui. Annonçant leur volonté de voir les troupes françaises partir. Annonçant le retrait. Et puis vous avez Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire qui, pour le 1er janvier, annonce que le drapeau français sera remplacé sur Port-Bouët par le drapeau ivoirien. Donc, je pense qu'il faut, comme disait Francis tout à l'heure, il ne faut pas chercher... Il y a plein de raisons, hein. Il y a plein de raisons, mais il y a une raison essentielle, c'est qu'au bout de 65 ans, c'est fini. C'est fini, c'est tout. Et il y a un effet domino, c'est-à-dire qu'à partir du déclenchement du départ des militaires français au Mali, puisque c'est finalement au Mali que tout a commencé en 2021, lors du 2e putsch, le putsch dans le putsch, il y a un effet domino qui gagne maintenant toute l'Afrique, et à part Djibouti, je crois qu'il... Et alors, il y a beaucoup d'Africains qui me disent mais c'est dommage qu'Emmanuel Macron n'ait pas compris ça 1 an plus tôt. Il l'aurait compris dès il y a 1 an, par exemple. Il aurait dit « OK, on ferme tout ». Il n'aurait pas été à la remorque de l'histoire comme il l'est depuis 2 mois. Et oui, il aurait pu donner le sentiment que c'était une décision, une compréhension de la situation. Voilà, je suis dans la prolongation de mon discours de Ouagadou 2017. J'ai compris le message. J'entends la jeunesse africaine, j'en tire les leçons. On s'en va. Voilà. Malheureusement, il est arrivé trop tard. Alors il y a peut-être en tout cas de temps en temps chez Emmanuel Macron, la tentation de la petite phrase ou de la phrase de trop. Vous direz ce que vous souhaitez. Il y en a une qui passe mal, prononcée le 6 janvier dernier lors de la conférence des ambassadeurs et ambassadrices. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. On a oublié de nous dire merci, Mathieu. Cette déclaration d'Emmanuel Macron, évidemment, elle a provoqué de très vives réactions dans plusieurs capitales africaines. Oui, alors au Tchad, le président a dit son indignation à l'égard de déclarations qui, selon lui, frisent le mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque, a-t-il résumé. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du régime militaire, a estimé qu'Emmanuel Macron avait insulté tous les Africains. Quant au Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, il a jugé totalement erroné, on en parle, les affirmations du chef de l'État qui laissaient entendre que Paris avait proposé à Dakar le retrait des troupes françaises et qui ont été interprétées au Sénégal à la fois comme un vieux réflexe colonial faisant peu de cas de la souveraineté du pays. Alors, est-ce qu'il a commis tout simplement une erreur ? Oui. Alors, ces réactions, c'est bien sûr l'illustration des tensions qui culminent entre la France et de nombreux pays, on vient d'en parler, qui formaient autrefois ce qu'on appelait son précaré. Paris vit très mal d'avoir perdu la guerre d'influence qui se joue dans la région et d'avoir vu ses troupes chassées parfois comme des malpropres et parfois par des putschistes, alors qu'elles étaient intervenues à la demande d'anciens chefs d'État et parfois au péril de leur vie. Emmanuel Macron rappelait le nombre de soldats français morts au Mali. Mais comme souvent chez Emmanuel Macron, on a le sentiment en l'écoutant qu'il a surtout laissé parler son dépit au détriment de la diplomatie et que ce faisant, il a oublié une question de fond. Peut-on réclamer qu'on vous dise merci quand on n'a soi-même jamais dit merci ni pardon ? Évidemment, vous voulez nous parler du passé colonial. Oui, parce que alors la France a fait
quelques efforts en la matière, il faut le souligner, notablement sous la présidence d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il avait dit « Je ne m'inscris pas dans la repentance, mais je ne souhaite pas non plus refouler ce passé dont la connaissance doit nous aider à construire un avenir apaisé ». C'est ce qu'il déclarait à Jeune Afrique en 2017. Et de fait, il y a quand même eu un travail mémoriel qui a été entamé, je pense notamment à l'Algérie, mais pas que. Il y a eu des œuvres d'art qui ont été restituées, mais évidemment, il reste beaucoup à faire, comme la reconnaissance, par exemple, du sacrifice des tirailleurs sénégalais et des régiments d'Afrique, morts par 2 fois, j'ai envie de dire, pour la France, pour sauver la souveraineté de notre pays, et auquel la France n'a jamais su vraiment dire merci ni pardon, je le précise, bien au contraire. Il a fallu attendre, par exemple, novembre dernier, pour que Paris reconnaisse le massacre de Tiaroy, dans lequel des officiers français firent exécuter des dizaines de tirailleurs coupables de quoi ? D'avoir eu l'audace de se rebeller pour qu'on leur paye leur solde. Voilà, vous imaginez, ça, ça se passe en 1944 et il a fallu attendre 2024 pour obtenir ça. Donc voilà, les présidents qui parlent de l'Afrique et se laissent parfois aller, il y avait Nicolas Sarkozy, et vous vous souvenez de l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Là, ils ont oublié de nous dire merci, ça ne réussit pas toujours. Oui, effectivement, on a oublié de nous dire merci. Francis Patindé, comment cette phrase a été perçue ? Peut-être, soyons lucides, aussi instrumentalisée par certains. Absolument. Moi, j'étais en Afrique, là, je rentre du Bénin, et quand la phrase a été prononcée, les gens étaient choqués. Pourtant, ce n'est pas le pays le plus francophobe d'Afrique. Et donc, les gens étaient choqués parce qu'ils ne comprenaient pas. Et Emmanuel Macron a un problème avec les Africains sur ces blagues de potage, par exemple, sur parfois ces... et puis, par exemple, aussi, les gens acceptent mal. Moi, j'ai remarqué avec beaucoup de chefs d'État qu'un jeune, parce que la relation avec l'aîné en Afrique, c'est important. Et moi, j'ai eu il a 47 ans aujourd'hui, Emmanuel Macron. Et donc, il est trop jeune par rapport à... Il est trop jeune par rapport à certains, par rapport à Alassane Ouattara, par rapport à d'autres qui sont octogénaires ou nonagénaires et tout. Donc, les gens prennent mal quand c'est ce président-là qui leur parle de façon assez insolente. Oui. Effectivement. Donc ça fait partie, c'est de la psychologie, mais c'est intéressant, à évacuer. Oui. Mais de l'autre côté, ils ont instrumentalisé ça, c'est vrai. Alors oui, c'était l'autre partie de ma question. C'était la question pour rajouter de l'huile sur le feu et dire, voilà, on vous l'avait dit, ce monsieur est insupportable. Oui, il aurait voulu renforcer un sentiment anti-français. Emmanuel Macron, Christophe Babouvier, il ne s'y serait pas pris autrement, d'une certaine façon. Et oui, des fois, il oublie qu'il est le président de l'ancienne puissance coloniale. Il y a plein de choses que peuvent dire plein de gens, sauf le président de la France, à cause du passé entre la France et ses anciennes colonies, et notamment tous ces tirailleurs qui sont morts pour la France dans les années 14 et 40. Alors Emmanuel Macron... Même s'il y a aussi des soldats français, Mathieu le rappelait, qui sont morts au Mali, 58. et que ça peut être perçu comme de l'ingratitude. Il y a 58 soldats français qui sont hommes et femmes, qui sont morts sur le sol malien entre 2013 et 2022, c'est vrai. Oui. Et ça, c'est important de le rappeler, le prix du sang. Alors Macron, il est étonnant parce qu'il y a à la fois cette arrogance, et puis il y a de grandes marques de respect à l'égard de l'Afrique. Moi je trouve que ce qu'il a fait avec le Rwanda, le rapport Duclerc, c'est-à-dire ce rapport de cet historien rendu public en 2019, je crois, il a ouvert toutes les archives secret défense à Duclerc et à sa commission d'historiens. C'est remarquable, toutes les archives secret défense, sauf celles de l'Assemblée nationale. C'est une petite parenthèse. L'Assemblée a refusé d'ouvrir ses archives, mais l'Élysée, la DGSE, tout le monde a ouvert. Donc il y a eu aussi des gestes de la part Donc il a fait un super geste, et Duclerc a fait un super boulot sur l'aveuglement de la France avant avril 1994, comment on a aidé la future armée génocidaire. Et puis il y a en ce moment, ça tombe en ce moment, il y a un rapport sur les exactions commises par la France au Cameroun. Alors ça y est, le rapport a été remis par les historiens, dont Karine Ramodi, c'était hier à l'Élysée, ça va être remis à Paul Biya la semaine prochaine. On va voir jusqu'où la France est prête à aller pour reconnaître. Donc voilà, il y a plusieurs Macron en fait. Oui. Votre avis peut-être sur ce devoir de mémoire justement, Hélène Conway-Mouret? Non, je pense que c'est important. Je pense qu'en effet, le président a pris la mesure du changement de paradigme absolument nécessaire, avec ce que vous avez rappelé, cette période mémorielle qui est importante, l'Algérie, le Rwanda, la restitution des biens,
avoir un forum en France, à Montpellier, sur les diasporas africaines. Bon, il ne fallait pas l'appeler comme ça, puisque aucun dirigeant africain n'a été convié, et du coup, tout le monde était vexé. Donc, le problème, c'est qu'à chaque fois, le fond est bon, mais la forme n'y est pas. Et vous avez une visite présidentielle qui se passe en Afrique. Je crois qu'il a fait 20 déplacements sur un continent où il y a 54 pays. Donc ça veut dire qu'il a pris la mesure que c'était important d'être présent physiquement aussi, que la France vienne, une visite présidentielle permet beaucoup de choses. Et puis, il va y avoir la petite phrase, à chaque fois, qui met le feu partout, et que les réseaux sociaux utilisent, bien évidemment. Et c'est cette jeunesse africaine aujourd'hui qui a quand même cette rhétorique panafricaine, anticolonialiste et ainsi de suite, une colonisation qu'ils n'ont pas connue, mais qui, pour eux, est le bouc émissaire, et celui qui est le coupable, eh bien, évidemment, c'est la France. Alors, ce ne sont pas les Français, hein, vous le précisez, localement, mais mes amis, alors moi, ce n'était pas les chefs d'État ou les premiers ministres qui se sont exprimés, mais mon téléphone a été débordé de messages suite à la conférence des ambassadeurs et l'extrait que vous avez montré, qui a enflammé les réseaux sociaux, et mes amis m'ont écrit en disant mais pourquoi a-t-il dit ça ? Le reste peut être accepté, parce que par ailleurs il y a des gestes qui vont dans le bon sens et qui font qu'aujourd'hui nous continuons à avoir une relation privilégiée avec ce continent, quand même avec tous les étudiants africains. Si vous donnez un visa à un étudiant africain demain en disant vous allez à Moscou ou vous allez à Paris faire vos études, mais je ne pense pas qu'il va se précipiter pour aller à Moscou. Il viendra à Paris. L'étudiant, on en a 95 000, étudiants africains. Donc, on a cette relation qu'on doit entretenir au niveau humain, mais, et nous allons dans le bon sens, mais à chaque fois, on avance en reculant. Voilà. Je reprends une autre partie de la déclaration d'Emmanuel Macron, toujours, ce même extrait face aux ambassadrices, ambassadeurs. Il parle de ces pays. Aucun d'entre eux ne serait un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Il parle du Sahel. C'est en partie vrai, c'est complètement faux. Francis Patindé, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est facile de réécrire l'histoire, parce qu'il y a plein de circonstances qui se passent et on ne peut pas prévoir à l'avance. Je pense que les pays, de toute façon, sont arrivés à un point où il faut les laisser écrire leur propre histoire. C'est à eux-mêmes de se défendre. Les Tchadiens savent se défendre, ils savent se battre. La preuve, on les a envoyés au début au Mali. Ils se sont bien battus. Je crois que l'actuel président était d'ailleurs, il combattait au Mali, et aux côtés des Français. Donc on apprend, et les États ont besoin d'apprendre comme les êtres humains. Un des couacs de Macron, il faut quand même le dire, c'est d'aller au Tchad, aux obsèques de l'ancien président Idriss Déby, Itno, et d'adouber son fils. Il y a une succession dynastique du pouvoir. Et le président qui parle un langage frais, qui parle de démocratie, il ne peut pas aller adouber quelqu'un, une succession dynastique du pouvoir. Et d'ailleurs, ça s'est tellement bien passé que la balle lui est revenue comme un boomerang sur la France, puisque le Tchad a demandé le départ des troupes françaises. Christophe Bobouillet, votre avis là-dessus, il y a un manque de lisibilité, c'est un poids de mesure. Il y a certains régimes, on s'en accommode parce que ça nous arrange, et puis d'autres, on les dénonce. Oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec Francis quand il dit que les États africains doivent se prendre en charge tout seuls, parce qu'il y a le Sahel, parce qu'il y a les djihadistes au Sahel, et que je ne vois pas comment, actuellement, je parle évidemment, tu peux penser différemment, mais je ne vois pas comment, à Bamako, à Ouaga et à Niamey, ils peuvent s'en sortir tout seuls. Les djihadistes sont devenus tellement bien armés, tellement entraînés, tellement soutenus, qu'ils ont besoin d'une aide. Alors, en ce moment, avant, c'était les Français, maintenant, c'est les Russes. S'ils veulent s'en sortir, il y a eu par exemple une bataille à Tinzaouaten. Alors, on est dans quel pays, là ? Au nord Mali, à la frontière Mali-Algérie, en juillet, il y a eu plusieurs dizaines de miliciens russes de Wagner qui ont été tués par les rebelles Touaregs. Aidés par les Ukrainiens, semble-t-il. Peut-être. Il y avait des drones qui venaient peut-être d'Ukraine. En tout cas, l'Ukraine n'a pas exclu. Voilà, c'est-à-dire que vous avez... ils ne savent plus comment s'y prendre, les Maliens de Bamako, les Burkinabés d'Ouaga et les Nigériens de Niamey. Ils tentent la démocratie, ça ne marche pas contre les Touaregs. Ils tentent, ou contre les djihadistes surtout.
ils tentent la dictature militaire, ça ne marche pas non plus. Ils ont besoin d'une aide extérieure. Oui. Il faut trouver une solution. Alors je suis d'accord, il faut trouver une solution interne, une armée interafricaine au niveau de la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Union africaine, mais pour l'instant ça ne marche pas. La situation sécuritaire, elle s'est améliorée, aggravée depuis que les troupes françaises sont parties, ou alors finalement c'est à peu près la... Moi j'ai le sentiment que ça s'est quand même aggravé. Oui. Il y a beaucoup plus d'attaques meurtrières, il faut le reconnaître et tout, mais je persiste et je signe, pour construire l'avenir, pour construire un pays, il faut compter sur soi-même. Ce n'est pas qu'un slogan, il faut que les Africains apprennent, c'est à eux de défendre en premier lieu. Et ils accepteront d'autant moins la France que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'ancienne puissance coloniale. Il ne faut jamais l'oublier. Mais enfin, si c'est pour mettre les milices Wagner à la place, pardon... Non, mais il y a d'autres solutions. Oui. Il y a l'Afrique aussi, la CEDEAO, l'Union africaine, à condition qu'il y ait les aides, les formations qu'il faut. Oui. Il y a des pays quand même puissants en Afrique. Il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud, l'Éthiopie. Il y a des pays qui savent se battre en Afrique, contrairement à ce qu'on croit. Des pays qui font la guerre comme l'Éthiopie, mais qui ne s'investissent pas dans le Sahel parce que c'est trop loin pour eux. Voilà. Vous parliez du Burkina Faso, on va écouter Ibrahim Traoré, le chef de la junte burkinabé, qui alors lui nous dit les militaires français ils sont pas vraiment partis. Écoutez. Nous ne partirons pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases, mais dans les ambassades ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Les soldats français seront là, vont se réorganiser. Est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que c'est une forme de complotisme? Comment vous réagissez à ça, Hélène Conway-Mouret? Non, mais enfin, c'est vrai. Je veux dire, il n'y a pas eu d'éviction. Enfin, comment dire? Il y a pas eu d'éviction. Les soldats français ont quand même été un peu poussés dehors. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans les mots. Oui, alors, ça s'est passé notamment au Niger, après le bras de fer qui a été engagé avec la junte qui a pris le pouvoir et le président démocratiquement élu qui était retenu en otage. Où la France, jusqu'à la dernière minute, souvenez-vous de l'histoire de notre ambassadeur qu'on a laissé sur place. Voilà, bon, bref. Donc, ce bras de fer-là, on l'a perdu et en effet, les Français, on leur a demandé de partir. La même chose au Mali et au Burkina, mais les soldats maliens ou les soldats burkinabés qui ont pris le pouvoir, pour beaucoup, ont été formés en France, connaissent bien les Français et continuent à avoir des relations avec un certain nombre de soldats français qui ne sont pas là en uniforme, en effet, comme c'était le cas auparavant, mais qui peuvent être là en tant que formateurs. Moi, j'ai rencontré des soldats français avec des uniformes locaux dans un certain nombre de pays africains qui font de la formation, qui font du conseil, qui font toutes sortes de choses. Voilà, c'est tout. Mais les Africains ont décidé de la présence française sous une forme qui est différente de celle que nous souhaitions nous-mêmes. Et je crois qu'il faut renverser les choses, et c'est ce que vient de dire monsieur. Oui, c'est au pays d'Afrique de choisir la forme de ça va, voilà, c'est tout. OK. Il y a un autre enjeu qui est évidemment majeur, très important de la présence française en Afrique, c'est l'accès aux mines d'uranium. Et on va en parler tout de suite avec Audrey Vuettaz qui va nous rejoindre sur ce plateau de Sens Public. Bonsoir Audrey, rebonsoir au Niger. On va parler du Niger, évidemment. La France poussée hors des mines d'uranium. En effet, Thomas, les choses sont très compliquées pour la France depuis le coup d'État de février 2023. La junte militaire au pouvoir a décidé de reprendre le contrôle sur ces mines, des mines exploitées par Orano. C'est une entreprise publique française et elle les exploitait depuis les années 70. Premier coup dur en juin dernier, le Niger retire à Orano le permis d'exploitation de l'une de ces mines, l'un des plus gros gisements au monde, et interdit l'exportation des produits issus d'une autre mine à Arlit, qui est gérée par l'une de ses filiales, la Somaïr. Je vais vous montrer des images, vous allez voir cette mine. Ça représente 1150 tonnes de concentré d'uranium qui sont bloquées sur place, l'équivalent de 200 millions d'euros. Mais ce qui est important, c'est que ça représente aussi 15% de l'approvisionnement en uranium de l'Union européenne, l'uranium dont nous avons besoin évidemment pour les centrales nucléaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Rebondissement en décembre dernier avec ce communiqué d'Orano. Les décisions prises lors des conseils d'administration de la société ne sont plus appliquées. De fait,
Orano constate aujourd'hui que les autorités nigériennes ont pris le contrôle opérationnel de la Somaïr. En clair, Orano, qui est pourtant l'actionnaire majoritaire et l'opérateur de cette mine, n'opère plus sur place. C'est la junte qui donne actuellement les consignes aux 750 employés, sauf que sans exportation, l'entreprise et donc la France perdent énormément d'argent chaque jour. Orano vient donc d'engager 2 arbitrages internationaux contre l'État du Niger. Et dans le même temps, le Niger se rapproche d'autres partenaires. Oui, comme la Russie, l'Iran ou même la Chine, qui ont des vues sur les sous-sols du Niger. Le ministre des Mines vient d'ailleurs d'inviter plusieurs entreprises russes à venir exploiter les ressources naturelles, dont l'uranium. Merci beaucoup Audrey. Christophe Boisbouvier, est-ce que c'est un peu l'angle mort de la politique énergétique française qui est en train de se passer là-bas? C'est-à-dire ce qu'on ne peut ou ce qu'on ne veut pas voir? Alors il y a 2 choses. L'uranium du Niger, Orano peut s'en passer en fait, puisqu'il y a des pays de rechange en Afrique d'abord, avec la Namibie, mais aussi beaucoup en Asie. Et puis la deuxième chose, c'est qu'avec le Niger, vous avez sans doute ce qu'il y a de pire dans la relation entre la France et ses anciens pays alliés. C'est le seul pays des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel où il n'y a plus d'ambassade de France, puisque, comme l'expliquait Madame la sénatrice, l'ambassadeur a été éjecté. Il n'y a plus d'ambassadeur, l'ambassade est fermée. Alors qu'à Bamako, elle est ouverte, à Ouagadougou, elle est ouverte. Et vous avez un régime qui est, à mon avis, encore dans une position d'hostilité avec la France encore plus forte qu'ailleurs. Par exemple, le Bénin, qui est le pays voisin du Sud, le Niger a fermé sa frontière avec le Bénin depuis 1 an déjà, sous prétexte qu'il y aurait une base militaire française au Bénin, ce qui, à notre connaissance, n'existe pas. Voilà, je parle sous le contrôle de Francis, bien sûr. Et vous avez une junte qui est vraiment dans une position presque d'agressivité à l'égard de la France. C'est très très fort. Donc ce que vient de raconter notre consoeur est tout à fait logique. C'est dans Orano fait les frais de ce bras de fer entre Niamey et Paris. Politique et économique sont complètement liés. Ce qui m'ennuie, c'est que ce sont l'extraction minière qui a été choisie comme étant le partenariat économique finalement entre la France et les pays africains. Et c'est ce qu'on nous reproche. Pendant très longtemps, on nous a dit, voilà, les Français, vous n'êtes au Mali que parce que vous voulez voler l'or. Là, on veut voler l'uranium dans un autre. Et en fait, les partenariats économiques avec les pays africains vont bien au-delà de l'extraction des ressources naturelles. C'est l'agroalimentaire, c'est vraiment beaucoup de choses, télécommunications et ainsi de suite. Et je pense que quelque part, on se donne le bâton pour se faire battre en se focalisant nous-mêmes sur quelque chose qui n'est pas absolument essentiel. Alors c'est vrai que c'est dommage pour l'entreprise et que ça se passe mal, mais pour des raisons politiques et pas simplement parce que la France ne pourrait pas vivre si elle n'a pas d'uranium au Niger. Absolument. Oui, mais enfin, donc, pardon, mais il y a d'autres pays qui sont accusés de piller les ressources de l'Afrique. Et on parlait de la Chine ou de la Russie. Oui, mais justement, nous n'avons pas d'ambition prédatrice comme la Chine ou la Russie peuvent avoir aujourd'hui. Si c'est une entreprise française qui perd ce marché, elle sera remplacée par une autre. Oui, et les Américains, d'ailleurs, il n'y a pas que les Russes qui sont là-dessus. Les Américains. Mathieu, peut-être. Je vous donne la parole juste après. On voit là la diversification, on dit, des partenariats. Et là, l'exemple, c'est vers la Chine et vers la Russie. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de gueule de bois, à un moment, pour tous ces pays qui, certes, rompent avec l'ancien pays colonisateur, mais se jettent dans les bras de pays impérialistes qui, pour le coup, sont mus essentiellement par la défense de leurs intérêts et non pas par une espèce de solidarité du grand Patini. Je suis entièrement d'accord avec vous, parce que changer de suggestion, ce n'est pas la souveraineté, ce n'est pas l'indépendance. C'est l'esclavage, c'est repasser d'un système qu'on considère comme de domination à un autre. Et c'est ça le piège principal qui est tendu, surtout aux pays du Sahel. C'est de dire, bon, la Russie va venir, la Hongrie, des pays comme ça viennent, et tout. En fait, ils vont droit dans le mur, selon moi, en tout cas, d'après ce que j'observe, j'écoute beaucoup de gens, je les rencontre, certains d'entre eux, et en fait, ils vont droit dans le mur. Parce que quitter la France, ça peut se comprendre, parce qu'au bout de 65 ans, on a envie de respirer. C'est légitime. Mais passer de là à une autre suggestion, là, ça devient dangereux. Et vous avez totalement raison. Votre avis ? Oui, pour répondre à Mathieu, l'effet gueule de bois, c'est aussi ce qui s'est passé à Damas. C'est-à-dire que depuis la chute d'Assad, beaucoup d'Africains se demandent si
la protection des Russes leur est éternelle. Donc le président Touadéra de Centrafrique est allé à Moscou, là, il y a quelques jours. Il a été reçu par Vladimir Poutine. On devine la question qu'il lui a posée en priorité. Si demain j'ai une rébellion qui s'approche de Bangui, est-ce qu'il va m'arriver la même chose que Assad à Damas? Et je reviens sur l'aspect économique, sur la Chine. Francis Patnidé, c'est pas nouveau la présence économique chinoise dans ces pays d'Afrique francophone. Elle est très ancienne là, parce que moi, dans les années 60 déjà, la Chine était là. Elle construisait beaucoup d'ouvrages, des stades pour le football. Et puis la Tanzanie, tu t'en souviens, un chemin de fer entre la Tanzanie et je sais plus, peut-être la Zambie. Et donc. Et la Chine, elle a toujours été présente. Mais est-ce qu'elle est beaucoup plus présente aujourd'hui? Elle est beaucoup plus. C'est le premier partenaire commercial des pays africains. Il y a pas match pour ça. Hein. Ils sont devenus. Avant, ils s'occupaient d'idéologie, ils soutenaient les pays progressistes, comme on disait. Aujourd'hui, ils font des affaires. Ils font des affaires dans les pays où il y a de l'or, comme la RDC, la République démocratique du Congo, en Guinée-Conakry. Donc il y a des pays qui sont présents, ils exploitent. Et je peux vous dire, par exemple, pour l'avoir vu au moins en Guinée-Conakry, ils ne respectent pas l'environnement. Ils démolissent tout au passage. Et ça, il n'y a même pas, les gouvernements africains n'attirent pas leur attention sur le fait qu'aujourd'hui, il faut préserver l'environnement. Il y a des poussières sur la ville. Et comme ça, par exemple, où c'est pas respecté. Donc, la Chine, oui, elle peut venir faire des affaires, mais au moins que ce soit pas de façon complètement... Et voilà, il faut le dire, tous ces trucs-là. L'influence française, on l'a bien compris, qui se réduit donc dans ces pays francophones. Peut-être de nouvelles alliances sont possibles ailleurs, dans d'autres pays. Écoutez, la satisfaction du président angolais, c'était lors de sa visite à Paris la semaine dernière. Angola reiterou perante as autoridades francesas o seu interesse em ver. L'Angola a réitéré auprès des autorités françaises son intérêt pour le développement de la coopération dans les domaines de l'agriculture, du tourisme, de la santé, de l'enseignement supérieur, des ressources minérales, du pétrole et du gaz et d'autres minéraux. Visite conclue par la signature, la promesse de contrat d'investissement à hauteur de 430 millions d'euros. Hélène Conway-Mouret, il y a là une piste, vous l'avez un peu évoqué, mais rapidement tout à l'heure, je viens vous entendre en détail. Est-ce que c'est peut-être presque plus facile pour la France de se tourner vers des pays où elle n'a pas été la puissance coloniale? Bien évidemment. Je crois que ça a été dit par les uns et les autres. Nous n'avons pas ce passif, bien évidemment, et je crois que nous l'avons réalisé, puisqu'il y a quand même une grosse volonté d'aller vers les pays anglophones, lusophones et ainsi de suite. Donc, bien évidemment. Moi, je voudrais simplement rajouter un point, tout à l'heure, auquel je pensais, pour les Russes qui sont là. C'est une façon pour le Niger de payer les milices aussi, en disant on vous paye sur les ressources naturelles. C'est ce qui se passe avec les Chinois qui aujourd'hui ont endetté, et ça c'est nouveau pour les Africains quand même, ils étaient présents tout le temps, sauf que le niveau d'endettement des pays africains est absolument gigantesque aujourd'hui et que les Chinois se payent sur les ressources naturelles aussi. Donc voilà, on revient à la gueule de bois, revient à la gueule de bois possible. Et donc, comme la France n'a pas ni d'ambition impérialiste ni prédatrice, je crois qu'on peut en effet avoir des partenariats tout à fait correct avec des pays anglophones et des pays avec lesquels on n'a pas eu l'habitude de travailler. Là, en l'occurrence, lusophone, on l'a bien entendu. Voilà, et de partir sur de bonnes bases, comme les autres. Est-ce qu'il y a Christophe Boisbouvier, alors c'est pas des vases communicants, mais l'influence qu'on est en train de perdre d'un côté, est-ce qu'on peut la regagner de l'autre? En 2022, il a fait un sommet à Montpellier, vous vous souvenez, où il a dit « je n'inviterai aucun chef d'État ». Il était très content de lui, le président Macron. Il disait, vous voyez, je suis un homme moderne, j'invite des jeunes, les chefs d'État, c'est fini. Il s'est aperçu que les rivaux, les concurrents, les Russes, les Chinois, les Américains, ils continuaient à faire des sommets à Washington, à Pékin. Là, il y a eu toute l'Afrique à Pékin en septembre dernier, etc. Il s'est dit, aïe, aïe, aïe. Il va peut-être falloir que je recommence des sommets avec des chefs d'État. Et du coup, il va faire un prochain sommet avec des chefs d'État africains, un sommet Afrique-France. Ce sera en 2026. Et ce sera où?
Ce sera au Kenya. Donc, pour répondre à votre question, je pense que c'est pays anglophone. Voilà. C'est-à-dire qu'il joue maintenant... Alors, il joue beaucoup le Nigeria. Il a reçu Bola Tinubu il y a 2 mois. Il investit beaucoup sur le Nigeria, à tel point que certains pays francophones voisins, comme le Tchad, ont fait savoir qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de favoritisme à l'égard du Nigeria par rapport à eux, de la part des hommes d'affaires français, vous voyez. Il y a presque de la jalousie. Il joue, en effet, vous avez raison... les anglophones et les lusophones en lot de consolation. Oui. Mathieu ? J'ai juste une question, puisqu'on parle beaucoup de langue. Oui. Est-ce que toute cette perte d'influence de la France ça a une conséquence sur la francophonie africaine ? Moi, je crois que oui. Et pas dans le pays qu'on croit. Et le pays où la langue française baisse beaucoup, c'est le Sénégal. J'ai vécu 4 ans là-bas, donc la langue française, elle baisse, elle est à la baisse au Sénégal. Alors que dans des pays comme le Congo, les 2 Congos d'ailleurs, ça parle français, concrètement au Bénin, Togo, ça continue, mais au Sénégal, c'est sensible. Alors que le Sénégal, le président du Sénégal est l'un des fondateurs, des créateurs de la francophonie. La francophonie, c'était Bourguiba, le Tunisien, c'était le Nigérien Amani Diori, c'était Senghor et le président Pompidou, je crois. Et donc, la langue française est à la baisse là, parce que le Wolof, qui est pas la langue principale, mais qui est quand même la langue que tout le monde parle, mais elle prend le dessus. Mais ça aussi, on peut pas le critiquer, parce que c'est une langue sénégalaise, une langue africaine peut cohabiter avec le français sans difficulté. Je voulais juste dire un mot sur l'Angola. L'Angola n'a pas de passif colonial avec la France, certes, parce que c'est un pays anciennement colonisé par le Portugal, mais ce pays a un passif politique avec la France, et que dont les plus jeunes ne se souviennent plus. La France, pendant longtemps, a soutenu l'UNITA. C'était un mouvement qui s'opposait au MPLA. La France a financé, il y a eu des opérations de déstabilisation, des mercenaires français et belges envoyés là-bas. Et la France a eu un passif politique également avec le Nigeria. Pendant la guerre du Biafra, la France était impliquée dans la déstabilisation de ce pays. Mais tout ça, c'est fini. Oui, mais alors, est-ce qu'il y a des pays où la France n'a pas un passif? Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une précision. Oui, c'est important de l'avoir. La francophonie, est-ce que c'est encore un levier d'influence, malgré tout, Hélène Candré-Mouret? Oui, bien sûr. Et je disais avant cette émission que je trouve que c'est en Afrique qu'on parle le français le plus beau. Vous écoutez un chef d'État africain ou un Africain parler, enfin, il utilise un français qui est magnifique, qui est riche. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, il faut savoir que nous avons aussi une politique des visas qui envoie des signaux très négatifs. Auprès des étudiants africains ou autres, et de façon générale aux Africains, l'ensemble de l'Afrique, qui fait que beaucoup préfèrent aller au Canada, préfèrent aller au Royaume-Uni, dans les pays anglophones, et que finalement l'anglais, alors bien sûr il y a le Wolof, mais l'anglais chez les jeunes Sénégalais prend le pas sur le français comme étant la langue qui servira peut-être. Qui sera la plus utile pour une carrière éventuelle. Pour partir, pour travailler ou revenir au pays et travailler en anglais. Donc voilà. Est-ce que proposent vos collègues députés Fuchs et Tabarot, qui ont fait un rapport sur... Tout dernier mot très rapide, allez-y. Il y a 2 ans sur la France et l'Afrique, c'est un visa spécial pour les francophones. Absolument. Et ben voilà, on termine là-dessus. Merci à tous, c'était passionnant. Merci. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat, et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau Sens Public, 18h, 22h. Vous pouvez nous retrouver sur la plateforme publicsénat.fr, où nous écoutez en podcast. On est notamment sur les podcasts de Radio France. Tiens, on a découvert ça ce matin et ça fait plaisir. Notez que l'invité de la matinale, ce sera Paul Christophe, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Belle soirée.